Bienvenue dans un nouvel épisode de Amour Toujours. Aujourd'hui, on va parler sexe et plaisir et c'est assez fou parce que j'ai réalisé que la dernière fois que j'ai touché au sujet de la sexualité sur ma chaîne, j'avais 14 ans et je n'avais aucune expérience sexuelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode de podcast aujourd'hui. Du haut de mes 20 ans, j'ai quand même un bagage d'expérience et de connaissances qui est plus solide et je trouve que c'est hyper important d'aborder ce sujet qui malheureusement reste encore extrêmement tabou et que j'aurais aimé à 14 ans avoir plus de clés en main pour pouvoir me m'approprier ma sexualité et mon plaisir. Et je pense comme beaucoup, je n'ai pas reçu d'éducation sexuelle, que ce soit dans le cadre scolaire ou par le biais de ma famille. Je n'ai pas reçu d'éducation sexuelle et c'est bien dommage. Et je pense qu'à contrario, pour les personnes qui ont un vécu matériel d'homme, la seule source parfois d'éducation sexuelle, je mets des gros guillemets pour mes auditeuristes, c'est le porno et ça c'est un véritable fléau et je pense que c'est hyper important de libérer la parole là-dessus bien évidemment et ensemble de déconstruire un petit peu tout ce qui tourne autour de la thématique du sexe et du plaisir féminin notamment. Donc c'est bien ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que je compte faire avec vous. Et c'est vrai que j'espère en fait faire je fais cette vidéo dans un but aussi informatif et dans un but aussi éducatif. Comme je le disais, dans la mesure où la moi de 14 ans aurait aimé avoir quelques cartes en main, quelques clés en main pour pouvoir avoir une sexualité libérée, épanouie. Et c'est vrai que du coup, je pense que une des choses que j'aurais aimé savoir, c'est que c'est vraiment notre cerveau qui est aux commandes pour tout ce qui est sexe et sexualité. On peut pas en fait, on peut pas naviguer notre vie sexuelle sans comprendre comment fonctionne notre système nerveux et notre cerveau et comment est-ce que c'est eux qui ont le contrôle là-dessus. Parce que pour vous faire en bref, on a vis-à-vis du système nerveux, le système nerveux sympathique et parasympathique, le sympathique qui agit comme l'accélérateur et le parasympathique un petit peu plus comme un frein. Et en fait, il y en a un, le sympathique du coup, qui agit comme le déclencheur de l'excitation sexuelle et le parasympathique qui agit comme celui qui va permettre un état de relaxation, de détente. Et en fait, les deux donc vraiment permettent au corps d'être prêt à donner, recevoir, partager un acte sexuel. Et c'est vrai que là où les personnes qui possèdent un pénis ont un indicateur assez évident de leur excitation sexuelle du fait d'une érection, un pénis en érection, les personnes qui ont un vécu matériel de femme, qui possèdent une vulve, ont beaucoup plus de mal, je pense, à identifier leur excitation sexuelle, à identifier les signaux que leur corps leur envoie. Et c'est pour ça, je pense que c'est hyper important de dompter tout ce côté-là, assez méconnu de la sexualité, qui est l'aspect relatif au cerveau et au système nerveux. Comme je le disais, par exemple, il y a énormément de facteurs comme le stress et l'anxiété qui peuvent activer de façon un petit peu disproportionné le système nerveux sympathique qui agit comme un frein. C'est par exemple notamment celui qui est activé quand on est face à une menace et qui vont du coup à l'inverse un petit peu endormir le système nerveux parasympathique qui permet plus un état de détente, de relaxation. Et je pense que c'est hyper important de comprendre ces choses-là et de comprendre que bien que parfois le consentement est donné sur le plan verbal, et parfois le corps ne suit pas. Et c'est vrai que moi j'ai passé 16 ans de ma vie, j'ai eu mon premier orgasme quand j'avais 16 ans, à penser que j'étais asexuelle en fait, parce que je ressentais tellement peu de plaisir et tellement de honte autour de mon plaisir que j'avais l'impression que effectivement je m'identifiais comme une personne asexuelle, ce qui est parfaitement ok. Il faut savoir que tout le monde n'est pas apte à ressentir du désir sexuel, mais j'ai réalisé très vite que en fait c'était pas ça, c'était juste que étant donné tous les stigmates qui tournent autour du plaisir féminin, qui gravitent autour du plaisir féminin, et que je n'étais pas déconstruite face à ces choses-là, j'avais pas la possibilité de m'adonner à des rituels de plaisir en solo et à vraiment ressentir du plaisir, me procurer du plaisir. Et je pense qu'on est plus d'une personne à avoir une expérience similaire. Je connais des personnes de
de mon âge, 20 ans, des personnes cis femmes qui n'ont jamais ressenti de plaisir, qui n'ont encore pas réussi à dompter leur corps et leur plaisir et à expérimenter en solo. Et c'est ok parce que c'est tellement difficile. Pour moi, ça a pris 16 ans, mais il y a des personnes pour qui ça prend 50 ans. C'est vraiment le travail de toute une vie que de déconstruire sa sexualité et de se la réapproprier. Mais c'est vrai que c'est assez fou quand même, parce que du coup, je me souviens qu'à chaque fois que j'essayais de me lancer pour explorer mon corps, pour expérimenter du plaisir en solo, je ressentais une telle honte que je m'arrêtais en fait, et il a fallu effectivement 16 ans pour que je ressente mon premier orgasme, et même il a fallu 19 ans pour que je ressente mon premier orgasme en duo et non pas en solo. Et c'est assez fou quand même de se dire que c'est seulement très très récemment finalement que j'ai pu me procurer du plaisir et que j'ai pu aussi avoir un partenaire sexuel qui me procurait du plaisir. Et je me souviens que mes deux ex, il y en a un qui me disait qu'il n'aimait pas ma vulve et qu'il ne voulait pas lui montrer d'amour et qu'il ne voulait pas du coup me procurer du plaisir par exemple via des cunnilingus ou tout simplement juste en stimulant mon clitoris. C'était vraiment tout gravité autour de son plaisir à lui. Et de façon assez similaire, ma relation qui a suivi, c'est deux relations avec des hommes cis hétéros, bien évidemment. La relation qui a suivi, j'avais proposé de mettre en place des sextoys dans notre vie sexuelle, et la personne avait réagi de façon extrêmement jugeante en me disant que j'étais folle, que c'était une mauvaise idée en gros. Et il a fallu attendre mon partenaire sexuel actuel, donc mes 19 ans, pour que la personne vraiment s'intéresse à mon plaisir et à ce que j'aime et à mes limites et à mes limites comme mes préférences, comme mes fantasmes, ce qui fonctionne pour moi et pas que pour la personne elle-même. Et c'est vrai que c'est assez fou du coup parce que j'ai appris à donner du plaisir à une personne qui possède un pénis avant d'apprendre à me donner du plaisir à moi-même, personne à vulve. Et je sais qu'on est tellement dans ce cas de figure-là, en fait ça me révolte. Et c'est pour ça que je fais ce podcast entre autres. Et c'est vrai que c'était tellement difficile en fait pour moi que de comprendre ce qui me procurait du plaisir. Je me souviens que j'essayais de regarder des vidéos YouTube, vraiment des tutos de comment est-ce que je peux me procurer du plaisir, quoi, parce que je savais pas par où commencer ou m'y prendre. Après, bien évidemment, étant jeune, j'ai tout de suite compris que des choses toutes bêtes et lambda comme un jet de douche faisaient parfaitement l'affaire. Et un petit peu plus âgée, expérimentée, j'ai compris aussi que la communication c'était la clé, que si j'avais un partenaire face à moi, il fallait absolument que je communique mes limites, mes désirs, mes envies, mes préférences sexuelles, et que sans ça, je pourrais jamais accéder à un plaisir partagé. Et je pense que c'est hyper important de conscientiser toutes ces choses-là. Et je pense qu'on est encore trop nombreuses à vraiment prioriser le plaisir de l'autre et le plaisir masculin notamment avant le plaisir féminin, et c'est tellement dommage parce que notre corps est merveilleux et notre vulve est merveilleuse. Et c'est vrai que aussi, de façon similaire, j'avais cette conversation avec une amie il y a littéralement une semaine. On parlait du fait qu'il y a tellement de tabous autour de notre vulve, rien que de par son apparence. Et ça, c'est bien évidemment un héritage de la pornographie, que de vraiment avoir mis en place un standard de la vulve parfaite. Et c'est assez aberrant parce que je connais énormément de mes amis qui ont des vulves qui du coup sont extrêmement insecure, qui ont beaucoup d'insécurité par rapport à leur vulve, et je trouve ça assez fou quand même. On a réussi à atteindre un niveau
un niveau de diktat, de beauté, de standard de beauté tellement irréaliste et tellement toxique et dangereux que c'est arrivé jusqu'à notre vulve, quoi. C'est fou. Et et je pense que c'est hyper important. En fait, je me souviens que je me faisais un petit peu ces rituels-là des fois où je me disais que ça c'est notamment après avoir quitté mon ex toxique, j'ai eu vraiment une période de ma vie où je ressentais le besoin de au moins une fois par jour explorer mon corps, me réapproprier ma sexualité, me donner du plaisir, donner de l'amour à ma vulve. Et je me souviens que c'est vraiment à ce moment-là, quand j'avais du coup 16-17 ans, que j'ai vraiment commencé à comprendre toutes les subtilités de ma sexualité et de ma vulve, et à quel point elle était belle, et à quel point elle était puissante, et à quel point ma sexualité était puissante aussi. Et c'est fou, mais je pense qu'on a tous besoin de passer par là, d'avoir ce déclic-là, si jamais on est encore pas assez déconstruit à ce niveau-là. Je pense que parfois on a vraiment besoin d'un déclic, et parfois ce déclic, malheureusement, ça peut être des VSS, enfin ça peut être le fait d'être victime de VSS, de violences sexistes et sexuelles. Et bien que j'arrivais à passer des moments incroyables quand j'expérimentais en solo, j'ai attendu bien 3-4 ans avant de ressentir la même chose que je ressentais en solo avec quelqu'un, et de partager ce plaisir-là avec quelqu'un. Et c'est vrai que j'avais une conversation avec une amie il y a quelques temps, et j'ai eu un petit peu un déclic parce que du coup les premières relations que j'ai eues, les premières personnes qui étaient des hommes cis que j'ai fréquentés avaient tellement comme unique source de ressources sexuelles, d'éducation sexuelle entre guillemets, le porno, que ça transparaissait mais de façon hyper obvious et de façon absurde pendant nos relations sexuelles, et que du coup ça m'avait presque dégoûté du sexe en duo. Et il m'a fallu très longtemps pour trouver un partenaire qui était bien plus déconstruit à ce niveau-là. Et je vais vous donner des exemples parce qu'on échangeait des anecdotes, c'était assez marrant. Elle, comme moi, on a eu des expériences où on s'est fait cracher dessus, mais vraiment sans aucun warning, genre c'est-à-dire que la personne en plein acte nous a craché dessus et qu'on s'y attendait tellement pas que nous, ça nous a fait rire, mais évidemment que c'est une agression sexuelle, que c'est pas ok de faire ce genre de choses sans le consentement de la personne. Mais en fait, moi, ça m'est arrivé 2 fois, et elle, ça lui était arrivé une fois. Et on s'est dit, mais c'est fou quand même, quand le porno rencontre la réalité, comment est-ce que ça crée des situations absurdes. Et c'est vrai que moi, j'ai notamment une expérience sexuelle à laquelle je pense systématiquement quand je pense à cette thématique-là. Et c'est vraiment, c'était un mec cis avec qui j'ai couché, qui déjà dès qu'on est arrivé dans ma chambre, il s'est posé sur mon lit et il a entrepris un anulingus, s'il vous plaît, hein. J'ai été à peine déshabillée. Encore une fois, ça, littéralement, c'est ce qu'on appelle du viol. Et en fait, moi, c'était beaucoup plus quelque chose que j'ai pris à la légère, que j'ai vraiment juste ri sur le moment. Mais cette personne, c'était vraiment l'apogée de la culture du porno et de la culture du viol, puisque après ça s'en est suivi une relation sexuelle absolument nulle, vous vous en doutez bien. Et une fois fini, ni pour lui ni pour moi, je pense, il m'a forcé à garder son caleçon pour qu'on soit amené à se revoir. Et alors même que je le raccompagnais sur le pas de la porte, il est là dans l'ascenseur et on a un eye contact alors qu'il fait l'hélicoptère avec son pénis et qu'il se lèche les babines. Genre, imaginez s'il vous plaît la scène, je suis là sur le pas de la porte et lui il est comme as, et vraiment cette scène me fait tellement rire parce que pour moi c'est une caricature parfaite d'un homme cis qui n'est pas déconstruit et à l'aise avec sa masculinité et sa sexualité et qui agit véritablement comme un enfant, j'ai envie de dire, limite vraiment, c'est infantilisant ce genre de comportement, mais c'est aussi très drôle du coup. Et
C'est un exemple, une anecdote un peu drôle que je vous partage, mais en fait c'est juste pour souligner un point beaucoup plus important. La culture du porno et la culture du viol, et l'un va pas sans l'autre, sont vraiment je pense, la source prédominante d'éducation sexuelle des personnes qui ont un vécu matériel d'hommes de notre génération. Mais bien évidemment que c'est possible de consommer du porno éthique et c'est quelque chose de nécessaire, bien évidemment. Il y a énormément de plateformes érotiques et de contenu érotique qui peut être consommé de façon éthique, de façon consciente, de façon déconstruite. Mais j'ai envie de parler un petit peu aussi de ce que ça représente le sexe d'un point de vue énergétiquement parlant. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre vraiment pourquoi aussi je ressentais tant de honte pendant, avant, après un acte sexuel, qu'il soit en duo ou en solo. Et en fait, tout simplement, j'ai compris que en duo, c'était parce que la personne était en train de projeter un inconfort dans sa masculinité, dans sa sexualité, qui était encore beaucoup trop tabou pour elle-même, et que de façon très similaire, en solo, j'étais pas assez déconstruite encore par rapport à ma sexualité, à mon plaisir, pour pouvoir lâcher prise et m'accorder ce moment de plaisir. Et c'est pour ça, en fait, que je ressentais énormément de honte avant, pendant, après l'acte, et que très souvent, c'était synonyme de niveau d'énergie très bas. C'est-à-dire que avant l'acte, je pouvais être, je sais pas, assez joyeuse, assez heureuse, et après coup, j'allais me sentir un petit peu, dans une position un petit peu de malaise, de mal-être. Et quand j'ai compris que en fait c'était un échange d'énergie avant tout, que ce soit entre nous et nous-mêmes ou nous et quelqu'un d'autre et autrui, c'est un échange d'énergie, et que du coup le sexe a des propriétés très bénéfiques comme très malsaines, dans la mesure où il peut totalement nous extirper de l'énergie de notre être, comme en rajouter, nous en procurer. Et on peut évidemment aussi bien finir avec des niveaux d'énergie très hauts que des niveaux d'énergie très bas, mais en fait pour prioriser plutôt le positif que le négatif, l'énergie positive que négative, il faut vraiment choisir des partenaires sexuels avec qui on est à l'aise, qui sont des personnes qui sont déconstruites vis-à-vis de leur sexualité et de leur plaisir. Et nous-mêmes aussi, il faut avoir fait le travail de déconstruire sa sexualité et se réapproprier son plaisir. Et je pense que aussi, il m'a fallu très longtemps pour comprendre que il y a beaucoup de choses que je priorise plus que le sexe. C'est-à-dire que pour moi, l'intimité vraiment détrône le sexe, dans la mesure où déjà il m'a fallu du temps pour comprendre que intimité n'équivaut pas à sexe et sexe n'équivaut pas à intimité, que l'intimité c'était bien plus que juste se retrouver nu face à un partenaire et échanger du sexe. Il m'a fallu du temps pour comprendre que l'intimité c'était la vulnérabilité dans toutes ses formes et dans toutes ses subtilités, et que ça passait parfois et le plus souvent par des conversations à cœur ouvert, par des moments de connexion profonde, d'échange, de partage, d'amour. Et je pense que aussi c'est pour ça que j'ai eu du mal à naviguer ma sexualité avec un vécu matériel de femme. J'ai toujours eu l'impression que j'étais cantonnée à une certaine image de la sexualité épanouie à laquelle je n'arrivais pas à correspondre. Déjà, souvent, ma libido était peut-être pas aussi importante que j'avais l'impression qu'elle aurait dû l'être. Et d'un autre côté, je trouvais pas en fait que le sexe c'était forcément la chose la plus formidable dans les relations humaines. J'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choses où je me sentais bien plus en intimité que pendant le sexe. J'ai eu beaucoup de mal à tirer un trait sur le male gaze, parce que du coup pendant longtemps ma sexualité, inconsciemment bien sûr, involontairement, c'était je la vivais à travers le prisme du male gaze. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, je voulais me conformer à cette image des relations sexuelles passionnées, où on a un partenaire sexuel un coup d'un soir et on va réussir
à vraiment prendre son pied, et moi j'ai juste compris que ça fonctionnait pas pour moi, et si ça fonctionne pour d'autres c'est ok et c'est super et tant mieux pour eux. La singularité de chacun en termes de préférence sexuelle et en termes de sexualité, elle est indiscutable, mais pour moi ça fonctionnait alors pas. Alors que en fait, quand j'ai découvert ce que représentait le sexe, quand c'était pas centré autour de la pénétration, j'ai vraiment découvert une toute autre facette de ma sexualité et du plaisir, et j'ai compris en fait que le sexe, ça pouvait être un échange vraiment de plaisir, que ça pouvait être un moment agréable, consenti, et en fait, c'était une découverte assez tardive, et je pense qu'on est beaucoup à avoir exploré notre sexualité et à avoir vécu une grande partie de notre sexualité en étant encore sous le joug du male gaze, et c'est bien dommage, mais en même temps, comme je l'expliquais, quand on ne reçoit pas d'éducation sexuelle et que notre seule source d'éducation sexuelle c'est soit le porno, soit les médias, soit le male gaze par l'industrie cinématographique ou l'industrie pornographique, et bien évidemment que c'est la seule chose qu'on va connaître et que c'est ce qu'on va intérioriser pendant tant d'années, que c'est aussi la seule chose qu'on va juger comme étant acceptable et comme étant normal, et que ça va totalement fuck up notre vision de la sexualité et du plaisir. Mais moi, je suis là pour vous dire que c'est ok, et que si je légitime aussi votre expérience en tant que personne qui a un vécu matériel de femme, si c'est votre cas, c'est ok, mais sachez que ça prendra le temps que ça prendra, mais arrivera le moment où vous ne serez plus sous le joug du male gaze et vous arriverez à vivre une sexualité libérée, épanouie, déconstruite. Surtout pour les victimes de VSS, en fait, soyez patient avec vous-même. C'est ok, enfin, vous allez pas réussir du jour au lendemain à avoir une vie sexuelle hyper épanouie, à avoir la vie sexuelle que vous aimeriez avoir, mais encore une fois, est-ce que c'est pas ok dans la mesure où il n'y a pas de standard auquel se comparer en termes de sexualité. La sexualité, c'est un spectre et il n'y a pas de normes à respecter, il n'y a pas de standard à respecter. Donc c'est vraiment vous, c'est votre singularité qui dicte votre sexualité, et c'est pas quelqu'un d'autre, c'est personne d'autre qui va vous donner les codes, les outils, les clés, les cartes en main pour savoir vos limites, vos préférences sexuelles, vos fantasmes. Ça, c'est vraiment à vous de l'explorer et à vous de le conscientiser et de le partager par la suite à vos partenaires si vous souhaitez en avoir. Mais c'est juste ok en fait. J'ai vraiment envie de prendre un moment pour valider votre expérience, légitimer votre expérience, peu importe. C'est juste, j'ai envie de dire que la sexualité n'est pas linéaire et c'est pas la même expérience pour tout le monde, et encore heureux, on est tous différents, on a chacun un vécu, un bagage émotionnel différent, des traumas différents. J'ai envie de faire aussi une parenthèse sur tout ce qui est contraception, parce que quand j'ai eu 15 ans, je suis allée voir la gynéco parce que j'avais beaucoup de douleurs menstruelles et de l'acné, et en fait elle m'a prescrit une pilule, et j'ai réalisé après coup à quel point c'était fucked up, parce que j'étais même pas active sexuellement, et c'est tellement pas ok ce que j'ai vécu, et c'est tellement pas ok si c'est votre expérience aussi, que de ne pas avoir été informé au préalable sur toutes les formes de contraception qui existent et sur tous les dangers des différentes formes de contraception, parce que ça existe, les contraceptions masculines, les slips chauffants ou les capotes, enfin j'en passe, mais il y en a tellement, et elles sont tellement moins démocratisées, tellement plus invisibilisées, parce que bien évidemment c'est plus facile de faire porter la charge mentale du sexe à la femme dans une société patriarcale. C'est bien évidemment la solution la plus simple, la plus évidente, et c'est pas forcément quelque chose qu'on va remettre en question si on ne s'est pas déconstruit face à cette thématique-là. Et en fait, je suis là pour vous dire que non, une vie sexuelle, quand elle est partagée avec des partenaires sexuels, c'est un échange, c'est sur une base d'échange, et de la même manière que vous partagez vous partagez une vie sexuelle, vous devez aussi partager la charge mentale qui va avec, les conséquences qui vont avec, et c'est pas à nous de porter seul la charge mentale d'une vie sexuelle, surtout si elle est partagée.
c'est une conversation à avoir avec son partenaire, avec ses partenaires sexuels, et c'est juste aussi nécessaire et important que de souligner ce point-là. Je pense qu'on est beaucoup trop encore à malheureusement souffrir de contraceptions qui ne conviennent pas à nos corps, qui sont dangereuses pour nos corps, qui sont malsaines et qui nous qui nous fuck up sur beaucoup de points, alors que on n'a pas à porter cette charge-là sur le dos, que c'est lourd à porter seul, ce genre de choses, et que il faut vraiment conscientiser beaucoup de choses avant d'entreprendre cette démarche-là, avant de choisir la contraception qui nous convient le mieux. Je voulais faire ce petit point pour clôturer cet épisode sur le sexe et le plaisir, parce que bien évidemment, se protéger, c'est très 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 important. Et s'il vous plaît, n'écoutez pas les vieux mecs qui vous disent que c'est trop serré pour les capotes. On sait très bien qu'ils ont tous des petits zizi, un énorme ego, et que c'est ça le problème et pas la capote. Donc voilà, tout ce qui est contraception, c'est aussi une discussion à avoir, c'est quelque chose à conscientiser, à déconstruire. Et j'ai touché à beaucoup de sujets aujourd'hui, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, donc je vais parler bien évidemment dans beaucoup d'autres épisodes de podcast de tout ce qui touche au plaisir, à la sexualité, au sexe, à la contraception. Je vais bien évidemment aussi toucher à tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, mais je voulais faire cet épisode-là parce que ça fait très longtemps que j'avais envie d'en parler avec vous. Et voilà, j'espère que je vous aurai procuré un espace safe pour discuter de tout ça. J'espère que ça vous aura donné quelques outils pour explorer votre sexualité et votre plaisir, et vous réapproprier votre sexualité si ce n'est pas déjà fait. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Amour Toujours. Amour Toujours.